Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'invité du week-end. Je le rappelle, l'émission qui aborde les plus grandes thématiques liées au secteur agricole. Aujourd'hui, nous parlerons de la filière cunicole face aux crises sanitaires. Alors, ce petit mammifère prolifique et de petite taille, dont la production commerciale au Bénin a réellement démarré au cours des années 1980, a connu une évolution sans cesse croissante. Notons que l'Atlantique littoral est la plus forte région de production de lapins au Bénin avec 30% environ de la production nationale. Aujourd'hui, en 2020, quel état des lieux peut-on faire quand cette filière est secouée par des crises sanitaires? Je veux parler Covid-19 et VHD qui ne font de cadeaux tant dans le rang des producteurs, éleveurs que des transformateurs, restaurateurs. Comment cette filière est-elle organisée au Bénin? Qui sont les acteurs qui y travaillent? Quels ont été les impacts de la Covid-19 sur la filière, aussi bien chez les producteurs, les commerçants que chez les restaurateurs? On parle de VHD depuis 1995 et 20 ans après, en 2015, et maintenant en 2020, un virus qui fait un ravage dans le rang des cheptels. Pourquoi et quelles dispositions entreprises pour faire face ou pour faire poids face à ce virus? Autant de points que nous allons aborder dans cette émission. Pour m'accompagner, je le rappelle, Laure Lekossa, bonjour. Bonjour à vous, Prudence Podekon, et bonjour aux amis téléspectateurs. Alors, nous avons sur ce plateau de l'invité du week-end des invités. Je vais commencer par M. Élisée Onkonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président, je le rappelle, de la coopérative de lapins Bénin à Cotonou. Vous êtes également éleveur. À côté de vous, nous trouvons M. Laurent Maossi. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur général du restaurant Le Lapin à Védocor. Merci. Alors, de l'autre côté, nous retrouvons notre doyen, M. Diago Yaou. Vous êtes, je le rappelle, inspecteur du développement rural en production animale à la retraite. Vous êtes également ancien responsable adjoint du Sécuri, pour dire Centre cunicole de recherche et d'information. Et pour finir, vous êtes un spécialiste du lapin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous allons aborder la première question. C'est déjà de me tourner vers le doyen Yaou et vous demander aujourd'hui comment se porte la filière cunicole. On peut dire que la filière cunicole se porte bien aujourd'hui. Bien que mal, parce que, comme vous l'avez dit, secouée par la crise alimentaire, la crise sanitaire de VHD depuis 5 ans, depuis 2015. Et ça fait que il y a une chute de la production. Monsieur Laurent pourra nous éclairer sur ce point. Sur ce point. D'accord. Donc, il y a également une léthargie au niveau des organisations paysannes qui s'occupent aussi de cette filière, spécialisée dans cette filière. Je dirais qu'au niveau de la recherche, les choses évoluent très bien dans ce secteur. D'accord. On va y revenir. Monsieur Laurent Maossi, je rappelle, vous êtes DG du restaurant Le Lapin à Védocor. Alors, dites-nous, comment se porte la filière cunicole? La filière agricole, ça ne va pas actuellement. D'accord. À cause de la maladie VIH là, ça ravage beaucoup de lapins. Et actuellement, on est au D'accord. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, c'est justement déduit que la filière cunicole au Bénin n'est pas en bonne santé. D'accord. On se tourne à présent du côté de M. Élisée Onkonou. Vous êtes le président de la coopérative Lapin Bénin à Cotonou. Selon vous, la filière cunicole, comment elle se porte? De façon générale, nous allons dire, depuis des années, il faut reconnaître que la filière a connu d'évolution. La filière a connu d'évolution avec une certaine professionnalisation aussi au niveau de chaque maillon, que ce soit au niveau des fabricants de matériel, au niveau des éleveurs et au niveau des transformateurs aussi. Il y a eu beaucoup d'évolution. Bien que, comme M. Laurent a eu à le dire, bien qu'il y ait des événements
qui arrive et On peut secouer, qui secoue la filière. On peut reconnaître de façon générale, la filière se porte bien. Mais aussi, oui, et aussi, sans l'appui de nos autorités, on va dire, la filière se porte bien. À la base, les entrepreneurs jouent, l'appui de nos autorités se portent bien. Les entrepreneurs, une implication des autorités pourrait améliorer la situation. D'accord. Doyen, à vous entendre, on pourrait croire déjà que la filière cunicole est déjà à un niveau tellement plaisant. Non, bon, il y a une évolution. Vous savez, nous avons commencé la promotion de cette filière au Bénin depuis les années 1980, comme vous l'avez dit. Et ça fait près de 40 ans aujourd'hui. Ouais. Donc, un arbre que vous arrosez pendant 4 décennies, vous voyez la taille que ça va prendre. Nous avons eu cette vision au Bénin de commencer les travaux dans ce domaine, la promotion de ces secteurs très tôt, alors que dans la sous-région, les autres pays n'ont pas pu démarrer la même chose. Ils ont tenté, mais ils n'ont pas pu progresser. Donc ça fait que nous sommes aujourd'hui en avance sur eux. Donc en matière d'élevage de lapins, nous sommes en avance au niveau de la sous-région. Donc c'est pour ça que je dis que la filière se porte bien. Mais s'il n'y avait pas eu les problèmes sanitaires, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu, on n'a pas connu la VHD, aujourd'hui on pourrait se frotter mieux les mains dans le domaine. D'accord, d'accord. On reste toujours avec vous et on va aborder la question de l'organisation qui est faite autour. Alors, dites-nous un peu qui sont les acteurs. Il y a les producteurs. On va commencer par les producteurs. Nous avons les producteurs, nous avons les transformateurs. Nous avons les transformateurs, nous avons les chercheurs. D'accord. Nous avons les chercheurs. Et les gens bien entendu qui se chargent de la commercialisation. Oui. Il y a les consommateurs. Il ne faut pas oublier les consommateurs. Oui. Parce que quand il y a production, il n'y a pas de consommation. Si vous pouvez aller. Il ne faut pas oublier les consommateurs. Et déjà, quel est le rôle de chaque acteur déjà dans cette filière? Oui, donc, comme on le dit, les producteurs, eux, produisent. D'accord. Ils mettent sur le marché, ils produisent. Je crois que M. Élisée est mieux placé pour nous parler un peu du rôle au niveau de la production. On vous écoute. Ok. L'éleveur, c'est l'entrepreneur à la base de la viande de lapin. Donc, il doit installer les bâtiments, installer les cages et mettre les lapins reproducteurs, les nourrir, prendre soin d'eux jusqu'à l'âge d'abattage. Et la plupart du temps, c'est encore l'éleveur qui fait l'abattage. Et après, met la viande à la disposition des restaurateurs. Doyen, j'ai bien envie de vous demander, dans cette famille d'acteurs-là que vous avez citée, dites-nous un peu, quelle est la famille la plus importante? Bon, j'oubliais aussi les fabricants d'aliments. D'accord. Les distributeurs d'aliments. Oui. Et les cabinets vétérinaires. D'accord. Ce sont des acteurs. D'accord. Oui. Donc la question, je reviens à votre question. Oui. Quelle famille d'acteurs est la plus importante? Les producteurs. Les producteurs. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc les transformateurs et disons les commercialisateurs, voilà, ne sont pas importants. Non. Si on supprime les producteurs, les autres toute la chaîne. D'accord. Vous allez nous permettre d'estimer quand même le cheptel aujourd'hui au plan national. Nous sommes à combien environ taux de production? Sur le plan national, nous sommes à plus de 10 000 lapins. 10 000 lapins. 10 000 lapins produits. De production? En termes de production, hein? 10 000 lapins. 10 000 lapins. Bon, je ne sais pas, Élisée aussi. Est-ce que la production là est estimée par an ou par mois? Annuellement, on doit être à des millions.
À des millions. À des millions, oui. Millions, 10 000, c'est trop peu. À mon niveau seul, et je tournais autour de 4 000. Parce que je crois que le doyen fait référence à la production de façon mensuelle. Ah, par mois. Oui, par mois. Ok. Donc, il n'a qu'à aller. D'accord. Ok. Sinon, annuellement, à mon niveau, à mon propre niveau, au niveau de mon cheptel, je tournais autour de 4 000. 4 000 années. Et quand on fait le taux, un peu une statistique des mortalités, à Cotonou seul l'année passée, ça avoisinait les 5 000, les 5 000 têtes. Et je crois que la coopérative d'Abomey-Calavi a estimé cela à près de 300 000 morts au niveau d'Abomey-Calavi, parce que le grand centre, c'est l'Atlantique, la grande zone de production, c'est l'Atlantique. Et donc, au niveau national, moi, habituellement, j'estime cela à 7 millions. Wow. À 7 millions de... 7 millions. Monsieur Maoussi, on vous écoutait à l'instant, vous nous faisiez croire à l'instant que la filière cunicole vraiment est en retard, n'est pas en bonne santé. Est-ce que vos propos ne sont pas en déphasage avec ceux de monsieur Élisée, qui affirme que nous sommes à près de 7 millions d'années? Oui, l'année dernière. D'accord. Avant 2018-2017, on peut croire, on peut trouver au moins 7 millions. Mais actuellement, au cours de 2019 à 2020, vraiment, il y a un problème qui se pose jusqu'à l'heure où on parle. Tout à l'heure, le doyen, dans son développement, a dit que la production a chuté. Oui. Expliquez-nous réellement comment la production a chuté et sur quel point. Non, comme il vient de le dire, vous voyez, il y a beaucoup d'élevages qui sont tombés. Il y a des gens qui ont des cheptels de 50 lapines-mères, 100 lapines-mères, qui du jour au lendemain ont perdu tous leurs cheptels. Vous voyez, non? Donc, il y a beaucoup d'élevages qui n'ont pas repris. Ils ont perdu les lapins, mais ils n'ont pas pu relancer l'activité. Donc, c'est ce qui a fait chuter l'activité. Donc, dans les années antérieures, la production était vraiment élevée. La production était vraiment élevée. Mais si, en termes de production, comme le dit Élisée, c'est que si on veut évaluer la production de lapins, on ne les évalue pas comme les bovins. Si on dit 10 000 têtes, on parle souvent des reproducteurs. Oui. C'est surtout les reproducteurs. Oui. Donc, c'est en termes de reproducteurs. Donc, on n'a pas 7 millions de reproducteurs au Bénin. Monsieur Élisée, déjà, quelles sont les souches de lapins qui sont produites ici au Bénin? De façon générale, on observe des lapins. En fait, les lapins de race pure, de souche pure, sont rares et puis ne résistent pas aussi à notre température. Habituellement, c'est des hybrides. Des hybrides, ça, on accouple une souche A avec une souche B, et puis on a un mâle ou une femelle, et on a des lapins de race hybride. Je crois, Monsieur Diago est beaucoup plus par rapport à la race, on parle en termes de souche, parce que l'Afrique n'a pas son propre lapin. Les lapins viennent surtout de l'Europe. D'accord. Et nous n'avons pas une race de lapins. Tous les lapins qui sont au Bénin sont introduits au Bénin à partir de la colonisation au Bénin, à partir de l'Europe. Donc, nous avons la souche qu'on appelle la souche locale pure, ceux qui se sont acclimatés depuis 1960, les années 1950, voilà. Et nous avons les métis, les hybrides, comme il a dit, parce qu'il a eu aussi l'introduction des souches améliorées. Il y a l'introduction des souches de lapins améliorées de l'Europe. Par exemple, la souche Ila. Il y a eu la souche Ila qui a été introduite au Bénin. Et il y a eu le fauve de Bourgogne, la souche fauve de Bourgogne. Et il y a le papillon, le lapin papillon aussi qui a été introduit au niveau du Bénin. Mais, comme il l'a dit, souvent,
les lapins, la souche pure venant d'Europe s'acclimatent difficilement. Ils n'arrivent pas à s'adapter à notre climat, à notre alimentation, à notre technologie d'élevage. Mais ce sont les croisements entre la souche locale et les souches importées qui donnent de meilleurs résultats. D'accord. Monsieur Diago, je vous présentais à l'instant en tant qu'ancien responsable adjoint du Sécuri. Est-ce que déjà on peut avoir un bref aperçu de ce que le centre, n'est-ce pas, cunicole de recherche et d'information Sécuri comment est-ce que Sécuri a vraiment œuvré dans cette filière-là? Vraiment, c'est une question qu'on devait poser à mon directeur, pour dire qu'on marque. D'accord. Mais je vais essayer, comme je suis là, je vais essayer de vous répondre. Disons que au départ, il n'y avait que de petits élevages de lapins au Bénin. Et personne ne s'intéressait à cet élevage. Ces petits élevages étaient concentrés au sud, au nord? Ces petits élevages étaient répandus sur tout le territoire national. Il n'y avait eu aucune activité de recherche. Donc les premiers travaux ont été effectués par le professeur Corigon sur le lapin. Et ça a révélé que le lapin est élevé sur toute l'étendue du territoire national. Et il n'y avait que des élevages de taille de 3 à 4 lapines, mais avec du matériel rudimentaire. Donc, c'est des éleveurs, souvent des lapins qui étaient élevés par terre dans des conditions très très difficiles. Et l'alimentation était aussi basée sur le fourrage et les résidus de récolte. C'est avoir ces conditions et les potentialités de cet élevage, c'est-à-dire la pluricité de l'espèce, la croissance rapide. C'est-à-dire qu'un lapin, comme Élisée l'a dit, un lapin qui est né aujourd'hui, au bout de 3 mois, 4 mois, est déjà vendable sur le marché. Il n'y a pas une espèce animale qui peut donner cette vitesse de croissance. Donc, c'est en se fondant sur ça que le Sécuri a été créé. Et le Sécuri a été créé depuis les années 1987. 1987. Et nous avons travaillé surtout dans le domaine de la vulgarisation, la recherche et la vulgarisation. Donc, il y a eu des travaux de recherche qui ont permis d'améliorer l'alimentation parce qu'au départ, comme je l'ai dit, l'alimentation était basée sur le fourrage essentiellement. Mais le Sécuri a travaillé jusqu'à mettre sur le marché un aliment commercial vendu et vulgarisé sur tout le territoire national. C'est le Sécuri qui a pour la première fois inventé et qui a permis de mettre sur le marché les aliments granulés lapins. On avait la seule provenderie qui fonctionnait des années 1990 jusqu'à un passé récent, c'était la provenderie du Sécuri, avant l'installation de la provenderie de Veto-Service. Donc, en matière de vulgarisation, nous avons formé énormément des éleveurs. Nous avons formé plus de 5000 éleveurs sur le plan national. Et en matière de techniciens, les étudiants de la FSA, de l'EPAC, du département de production animale, il y a eu énormément d'étudiants qui ont été formés sur cet élevage et qui aujourd'hui participent à la vulgarisation de l'élevage des lapins. Tout récemment, en 2019, avec le professeur de Codécon, nous avons fait une tournée d'évaluation pour voir l'impact de nos actions sur le développement de la filière au Bénin. Bon, disons qu'au départ, comme je l'ai dit, les cailles aussi étaient rudimentaires, le matériel était rudimentaire. Donc, c'est avec l'appui du Sécuri, les travaux du Sécuri, que petit à petit, aujourd'hui, les éleveurs ont des matériels modernes pour cet élevage. Donc, comme je le disais, nous avons parcouru le Bénin et nous avons constaté que nous avons réussi la vulgarisation. Ça a pris. Partout on est passé. Nous avons vu des éleveurs professionnels, que ce soit dans le Koufou, dans le Mono, que ce soit dans les collines, dans le zoo,
partout. Des éleveurs professionnels issus des formations. Des formations que nous avons données, des éleveurs professionnels issus des éleveurs que nous avons formés. Des éleveurs que nous avons formés. Et déjà, à part cette formation, vous permettez, qu'est-ce que le centre fait réellement concernant le suivi de ces éleveurs dans leur activité? Est-ce que le centre fait quelque chose? Non, ce que le centre faisait, c'est que le centre appuyait l'association des éleveurs. Okay. Et lorsque le centre a évolué seul au départ, et à un moment donné, on a vu qu'avec le nombre d'éleveurs il fallait susciter la création de l'association des éleveurs de lapins. Et c'est à travers ces associations sont nos interlocutrices dans le domaine. Donc, à partir de ce moment, nous travaillons en synergie avec les associations et les groupements, comme l'a dit Élisée. Donc, c'est ce que nous avons fait dans le domaine. D'accord. On parlait tout à l'heure des familles d'acteurs, oui. Mais je crois, ça je vous le concède, il y a un paramètre que vous avez peut-être oublié dans ces familles d'acteurs. Quelle est la place des médias? Justement, pourquoi est-ce que le secteur agricole ne comprend pas que les médias jouent un rôle important dans les filières? Est-ce qu'au niveau de sécurité déjà, depuis 1987, a vraiment intégré dans son processus d'impacter voilà, le secteur? Est-ce que Sécurité a vraiment intégré les médias? Bon, disons que de temps en temps, nous faisons des communications. Et puis, il y avait le doyen Saïzonou qui travaillait avec nous et qui relayait les informations sur la filière à travers sa revue Agriculture. Nous avons sorti, par exemple, au cours de l'année 2000, un guide, le guide pratique de l'éleveur de lapin en Afrique de l'Ouest. Et M. Saïzonou avait fait beaucoup de communication autour. Donc, au fur et à mesure, au niveau de la filière, il y a eu aussi, la BEC avait créé un organe, ABEC Info, qui animait un peu la filière. Alors, Monsieur Élisée, vous aujourd'hui en tant qu'éleveur, dites-nous un peu vos rapports avec les médias pour quand même valoriser encore plus cette filière. Ah, et en tant qu'éleveur, d'abord entrepreneur agricole, je sais que la communication occupe une très grande place pour faire connaître mon produit. Donc, en matière de rapport, j'ai eu depuis mon installation, j'ai communiqué, mes posts sont passés sur, comment on l'appelle, Radio Tokpa par exemple. Radio Tokpa, il y a eu aussi des journaux. Je sais que la communication ou la visibilité du produit, la communication, les journalistes sont importants. Parce qu'on a un bon produit, mais tant qu'il n'y a pas la communication autour. Donc, j'ai beaucoup d'amis communicateurs qui m'aident dans tout ce que je passe comme information en matière pour me faire connaître, pour faire connaître mon entreprise. Vous avez opté pour une stratégie Estelle. C'est ça. Je parie qu'à la fin de l'émission, on aura la viande de lapin. Alors, dites-nous, est-ce que vraiment la viande de lapin est aimée par les Béninois? Est-ce que cette viande est vraiment consommée? La viande de lapin, les Béninois aiment plus que toutes les viandes. Wow. Voilà, parce que je crois qu'il y a la viande de porc qui est la plus prisée, hein? La viande de lapin, bien aimée pour les Béninois. Okay. C'est un restaurateur qui nous le dit. Hein? Oui, sans volonté. Je crois qu'au nom des pics, les gens faisaient le rang. Oui. Les gens faisaient le rang, Wow. Oui, sans volonté. Je crois qu'on fera pareil. On viendra faire le rein également. Alors, je continue avec vous. Dites-nous un peu, est-ce que déjà, cette activité de lapin est vraiment un secteur à encourager? Est-ce qu'on pourrait vraiment encourager la jeunesse? Parce que les jeunes nous regardent. Hein? Est-ce qu'on pourrait vraiment encourager la jeunesse à aller dans ce secteur? Oui. On peut dire, on peut encourager les jeunes d'aller dans ce secteur pour
l'élevage. D'accord. Le problème qui se pose, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dedans et c'est le problème de VH Lapi. Il insiste là-dessus. Je crois que le doyen va certainement nous apporter de l'explication là. Il y a au moins 10 frères qui sont dedans et en 2015 ils ont lancé dedans bien. Et actuellement, et vraiment, ils sont à terre à cause de la maladie. D'accord. Monsieur Élisée, dites-nous, est-ce que ce secteur-là a vraiment nourri son homme? Oui, depuis 2012, je suis dedans. C'est vrai que c'est pour toute activité, il faut la formation. Il faut les techniques que tu dois connaître, tu dois te rapprocher des professionnels, des devanciers. Monsieur Diago est là. Tous les jours, dès que j'ai un peu de temps, je courais au sécurité pour discuter avec lui, pour comprendre et puis. Donc, il faut d'abord la formation en toute chose. Et une fois après la formation, et si tu t'y mets, il ne faut pas t'arrêter sur les formations. Tous les jours, il y a de nouvelles techniques qui sortent, et qui te permettent d'améliorer la productivité de ce que tu fais. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez suivi une formation spécifique avant de démarrer votre activité ou c'est dans l'activité que vous avez suivi? C'est au cours de l'activité que je me suis fait former. Je ne me suis pas formé avant. D'abord, il y avait un ami qui maîtrisait. C'est lui, à lui, j'ai confié. Je suivais à un moment donné, j'ai pris les rênes. J'ai fait pendant 2 ans, moi-même, tous les jours à 6 heures. Je devais être sur la ferme. À un moment donné, je recrutais des gens à qui je confiais des responsabilités, je les formais, je les envoyais en formation. C'est comme ça, on a fait, nous sommes au nombre de 7. Jusqu'en 2019, on était 7. Et 3 ingénieurs agronomes, 3 qui ont fait la licence en agronomie. Vous en comptez environ 4000, vous le disiez à l'instant, vous en comptez environ 4000. Est-ce que vous pouvez nous faire quand même une statistique brève? Quand on prend le mois, vous êtes estimé à combien pour ce qui est de la vente, de l'abattage et de la vente? Par mois, en moyenne, 1 million, 500, 1 million, 800. 1 million 800. Et en moyenne non, en termes de montant, non, en termes d'abattage pour la commercialisation. 600 têtes. Par mois. Par mois. En moyenne, 600, 700 têtes. Monsieur Diago, je reviens également à vous. Est-ce que vous également pensez que c'est une activité qui nourrit son homme? Ah oui, bien sûr. Il y a... Le lapin est devenu une activité professionnelle. Avant, c'était un élevage familial et une activité secondaire que les gens faisaient à côté de leur maison. Aujourd'hui, c'est devenu une activité professionnelle. Il y a des étudiants, par exemple, M. Okone Élisée, c'est un diplômé de l'université d'Abomey-Calavi. Ça, il ne nous le dit pas. Mais aujourd'hui, il s'est installé et il est un éleveur professionnel de lapins. Donc, il y a beaucoup d'éleveurs professionnels, beaucoup de gens qui ont fait les écoles agricoles, la faculté des sciences agronomiques, les PAC, les lycées agricoles, et qui se sont installés et qui ne vivent que de cet élevage-là. Il y a également beaucoup d'éleveurs, beaucoup de déscolarisés qui se sont formés et aussi qui sont en train d'avancer. Moi, je peux vous dire que je connais un éleveur, il y a un éleveur à Djara. Si vous allez chez lui, vous mangez dans son restaurant, vous mangez le lapin presque 24 heures sur 24. Et lui-même, je crois qu'il doit être le meilleur producteur de lapin au Bénin. Je crois que là, M. Élisée ne sera peut-être pas d'accord avec vous. En termes de professionnalisme, je mesure mes mots. D'accord. Il avait près de 500 lapines mères avant et j'allais lui faire les inséminations artificielles. Dans un passé récent, on va faire des inséminations artificielles. Et quand on veut inséminer, on insémine autour de 200 à 300 lapines mères. Et ça lui fait produire des lapins, des milliers de lapins. Et vraiment, il est dans l'activité avant vous. Et il y tient tout récemment, je lui ai rendu visite vraiment. C'est un éleveur très très expérimenté. Donc, il y a des éleveurs professionnels, par exemple celui-là, il me demande, un jour, il m'a dit, Monsieur Diago, il y a combien d'éleveurs de lapins qui vivent sur l'étage comme moi? Donc, c'est une activité
qui permet à beaucoup de jeunes de se réaliser. Il y a des gens qui ont acheté des parcelles, comme les Béninois aiment le faire, acheter des motos, construire leur maison. Il y a beaucoup de gens qui ont réalisé leur vie, qui ont réalisé leur rêve avec l'élevage de lapins. Nous avons visité avec le professeur Collet au cours de l'année dernière, en 1919. En 2019, un éleveur a appelé là et on lui demandait si il ne nous a même pas permis de rentrer dans son élevage. On lui a demandé est-ce que cet élevage, il dit, mais le nourrit. Il dit oui, que tous ses enfants vont dans les écoles privées. Aucun de ses enfants ne va dans une école privée. Et il ne fait qu'avec les lapins. Et il nous a montré son bâtiment en cours de construction. Il dit, tout ce qu'il a, c'est grâce au lapin. Donc, le lapin nourrit son homme. Donc, on peut dire que c'est une activité très rentable. C'est une activité très rentable. Alors, merci. Nous allons maintenant nous diriger vers M. Élisée Onkounou. Dites-nous, quand on parle de lapin, est-ce qu'aujourd'hui, les contraintes que l'on enregistre dans ce secteur sont liées soit au niveau de la souche, au niveau de l'accès au marché, ou encore dans l'alimentation? Oui, de façon générale, pour la plupart des éleveurs, les contraintes, ce sont des contraintes en termes d'abord, accès au financement. Parce que pour que ça soit rentable, il faut aussi une certaine taille de reproducteur donné pour toi. Il faut atteindre un niveau avant de vraiment sentir l'argent. C'est pas en ayant quelques têtes que tu sens vraiment l'argent. Il faut atteindre une certaine taille de ton élevage, dans un niveau donné. Pour ça, il te faut du financement. Il faut financer, injecter, investir d'abord. Il faut d'abord investir. Donc, il y a cet aspect. Pour la plupart, il y a aussi le problème de les contraintes au niveau de formation, d'assistance. Parce que beaucoup de jeunes entrent dedans, mais ils n'ont pas ce réflexe-là de se rapprocher des aînés, de ceux qui connaissent. Ouais, je le fais quand il y a tant que tu es bon, je accours vers toi. Hein, que tu sois éleveur ou pas, il y a aussi un jeune à Aziz, à Sénécoji, qui est aussi bon dans le domaine. Quand il y a tant que tu es bon, je m'approche de toi, que ça soit vétérinaire. Donc, il faut des partenaires techniques pour t'assister dans ton activité. Donc, il y a ces petits aspects et le fait que les éleveurs n'aiment pas rester ensemble fait que beaucoup ne voient pas, ne rentabilisent pas leur activité. Et au niveau de l'alimentation? Au niveau de l'alimentation aussi, il y a aussi un problème. Mais en fait, le problème de l'alimentation, c'est le coût que beaucoup... Une alimentation, ça tourne autour de 60 à 70% des charges. Beaucoup d'éleveurs trouvent que c'est cher. Hein? Des fois, ils disent qu'eux-mêmes, ils iront produire leur propre aliment. Et des fois, maintenant, ils tombent totalement encore. Parce qu'il y a aussi l'alimentation. Ça revient cher, mais ne sont pas, quel que soit, avec l'aliment que nous utilisons, aujourd'hui, on s'en sort toujours. On s'en sort toujours. L'aliment est de bonne qualité. Il y a quelques défaillances, mais on fait avec. Et on fait avec. Monsieur Diago, Oui. parlez-nous un peu des contraintes liées au secteur. Est-ce que c'est au niveau de la souche, de l'accès au marché ou dans l'alimentation? Il y a au niveau de l'alimentation. D'accord. Bon, disons que, comme il a dit, les éleveurs trouvent que l'aliment est très cher. Donc, il faut avoir un peu de moyens pour pouvoir s'approvisionner en aliments. Surtout en aliments de bonne qualité, je veux parler des aliments granulés. Parlons à présent toujours avec M. Élisée de l'organisation de la filière cunicole. Vous voulez dire quelque chose en plus? Oui, et tout à l'heure, monsieur Diago a eu à parler des associations. Il a notamment parlé de l'ABEC, qui effectivement est une ancienne, la première organisation, l'association béninoise des cuniculteurs du Bénin, qui est vraiment une ancienne association, regroupement d'éleveurs, et qui a beaucoup travaillé. Mais il faut, comme il a eu à le dire, c'est Sécurité qui a aidé à ce que cette association voit le jour. Mais juste à la fin du projet, il y avait un projet qui soutenait tout ça. Juste à la fin du projet,
la BEC est tombée dans une certaine léthargie. Donc, comme il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de soutien, parce que le projet étant fini, Sécurité aussi en a pris un coup. Donc, tout ça fait que la BEC n'existait pratiquement plus sur le terrain. Juste en 2010, 2009. Mais lorsque nous sommes des jeunes éleveurs, lorsqu'on a commencé, on ne trouvait pas d'interlocuteurs, on ne trouvait pas d'association. C'est là, je crois, le cadet en son temps nous a aidé à nous mettre en coopérative. L'autre était association. Donc, présentement, c'est les coopératives qui sont sur le terrain. L'ONG Bouge, une ONG qui a beaucoup aidé, Yasekou, a aidé les éleveurs de Calavi à se mettre aussi en coopérative. Et ils ont même une union. En temps aussi, dans les autres départements, juste à Parakou, c'est pareil. En 2017, quelques éleveurs se sont dit, il faut une fêtière nationale. Et c'est là, beaucoup de coopératives se sont retrouvées à Lokossa en 2017 pour créer une fédération. La Fédération nationale des cuniculteurs modernes et professionnels du Bénin. Ça, c'est vraiment une initiative des éleveurs eux-mêmes. Mais c'est une fédération que les autorités, que ce soit la direction de l'élevage, le ministère ne reconnaissent pas. Eux, dans leur tête, ils ont grandi avec l'ABEC, Tchapois, l'ABEC. Mais sur le terrain, on ne sent plus l'ABEC. C'est la fédération qui est là maintenant. Je crois même le samedi passé, le directeur de l'élevage était sur Gov TV et il dit que la seule association que lui reconnaît, c'est l'ABEC. Mais l'association qui est active sur le terrain, c'est la fédération. Ce sont les coopératives. D'accord. Super. Merci pour ce éclaircissement. À moins que le doyen voudrait quand même ajouter quelque chose. Non, je n'ai rien à ajouter. Je crois que les choses évoluent. Et comme il a dit, il y a les coopératives qui sont en train de naître. Moi, je suis informé, je connais ces coopératives qui sont en train de naître. Et il va falloir que la BEC se restructure. Oui. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, ce qu'il a dit est ça. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que je dis. Doyen, je reste avec vous. Parlons maintenant du cas de la Covid, du coronavirus. Plusieurs secteurs d'activité ont été impactés. Est-ce que la filière cunicole n'a pas reçu un coup? Bon, je crois que on va poser comment Élisée est là. On doit demander au niveau des éleveurs comment ils ont été impactés. Oui, déjà votre analyse. Est-ce que vous ne pensez pas que la filière a en tant que spécialiste, en tant que spécialiste, je peux dire que tous les secteurs sont impactés au niveau du pays. Exactement. Bon, avec le confinement, le cordon sanitaire, l'alimentation des déplacements et surtout, Laurent peut témoigner parce que lorsqu'on a refusé les manifestations, les regroupements, les cérémonies de plus de 50 personnes. Le restaurant a pris un coup là. Justement, Monsieur Laurent. Donc la filière nécessairement a pris un coup. Exactement. Au niveau de la filière cunicole, nous vivons le même événement que dans les autres secteurs, c'est ce que je peux dire. D'accord. Monsieur Laurent, les conséquences de la COVID-19 sur votre activité? La conséquence a beaucoup agi sur nous à cause de cordon sanitaire et rassemblement plus de 50 personnes. Je rappelle que on vient de s'en sortir un peu dedans. Forcément, votre chiffre d'affaires a chuté. A chuté gravement, mais actuellement, ça va. Est-ce que dans cette période de corona, toujours dans la période, est-ce que vous avez pu développer d'autres stratégies de commerce? Non. Vous êtes resté sur la même stratégie. Vous n'avez pas réfléchi. Non. Avant, on va pas forcément parler de chiffres, hein. On va pas forcément parler de chiffres. Mais avant, je crois que vous l'avez dit, mais j'aimerais revenir là-dessus. Vous étiez à environ combien de clients vraiment pour la viande de lapin? Actuellement. Dans le mois avant la Covid. Avant la Covid. Moins par jour, moins 150, 200, 300 personnes. Et quand la Covid est venue?
quand la Covid est revenue, c'est ça que je disais avant. Actuellement, au moins 50, 40 là. Est-ce que la Covid n'a pas entraîné, je ne sais pas, un surplus au niveau du prix? Une augmentation du prix de la viande. Toujours resté intact. D'accord, d'accord. Monsieur Élisée, dites-nous un peu les impacts de la Covid-19. Oui, et la Covid a vraiment détruit, non, par rapport à la distribution, parce qu'à un moment donné, avec le VIH, on a arrêté, on s'appuyait sur les zones qui n'ont pas été touchées pour avoir les produits. Mais à cause du cordon sanitaire, je ne pouvais pas, il y a des coopératives à Lokossa par exemple, qui m'envoyaient des lapins, à Cotonou régulièrement pour que je les aide à distribuer, mais tout est bloqué à cause du cordon sanitaire, on n'avait plus de lapins. Donc, à un moment donné, on avait vraiment le problème. On n'avait pas le produit pour vendre. On n'avait pas Les restaurants ont fermé. Moi-même, je faisais un peu comme Laurent. J'avais regroupé quelques deux filles qui préparaient le lapin dans les restaurants. J'ai négocié avec un restaurant. Les soirs, les filles viennent, on fait l'abattage, on leur donne, et ça permet l'écoulement. Mais ces restaurants ont fermé. Donc, ces filles étaient obligées de... Ok, on revient à quelque chose. Est-ce que, entre-temps, vous avez été quand même accompagné par une institution financière? Ah oui, personnellement, j'ai été accompagné par Oraban. Ça a pu aller. Non, à cause de... Non. Pas à cause Non. C'est pour l'investissement, pas à cause de la Covid. Il n'y a pas eu d'accompagnement. D'accord. Doyen, nous allons revenir peut-être au gouvernement. Dites-nous un peu l'implication du gouvernement dans ce secteur d'activité. Disons que il y a les structures de recherche, l'appui aux structures de recherche. Et il y a l'encadrement technique sur le terrain. Le gouvernement participe à l'encadrement technique sur le terrain, c'est-à-dire à travers les ATDA, les agents d'élevage qui sont en service dans les zones d'élevage. Et il y a également, au niveau de la fourniture du vaccin, il y a l'appui du gouvernement, surtout dans ce secteur. Si le gouvernement n'intervenait pas, on ne pouvait pas s'approvisionner en vaccins. C'est la direction de l'élevage qui a le monopole de la commande des vaccins. Donc, dès que la maladie était apparue en 2015, très rapidement, ils ont importé le premier vaccin. Et lorsque les données ont évolué rapidement, ils ont importé le deuxième vaccin, le Clinipravac. Et lorsque on a constaté que ça ne tournait pas rond comme on le souhaitait, ils ont déjà encore mis sur le marché le nouveau. D'accord, on va justement y revenir, doyen. Dites-nous un peu les réformes engagées par le gouvernement. Et les projets de développement, il y a des projets de développement qui ont été mis en place, qui ont été exécutés au cours de ces 4 dernières années. Donc, c'est ce que je peux dire. Très rapidement encore, le Bénin, chose que j'avais oubliée, le Bénin, comparé aux autres pays de la sous-région, en termes de production du lapin, le Bénin occupe quel rang? Comme je l'ai dit, dans la sous-région, nous sommes les premiers. Merci. Allez, monsieur Élisée, pour conclure. Pour redynamiser la filière, j'aurais demandé que la direction de l'élevage améliore sa communication vis-à-vis des éleveurs, des coopératives, des associations de lapins et au niveau des éleveurs même aussi. Il faut une meilleure gestion de ces coopératives-là parce qu'il y a des coopératives qui existent du nom, qui n'ont pas la maîtrise sur leurs membres. Il faut que, au niveau des éleveurs aussi, qu'on travaille ensemble et que pour pouvoir aider les autorités de façon en leur fournissant les bonnes informations D'accord. Pour la prise des décisions idoines. D'accord, merci. Monsieur Laurent, un mot surtout, notre canal s'offre à vous pour parler à vos clients. C'est pour dire que les éleveurs n'ont qu'à accepter les vaccins pour que l'année avancée, on ne peut pas manquer le lapin. C'est ce que je dis. D'accord.
Merci à Monsieur Diago, Monsieur Yaou, inspecteur, je le rappelle, du développement rural en production animale à la retraite, également ancien responsable adjoint du Sécuri, pour dire Centre cunicole des recherches et d'information, et spécialiste du lapin. Également merci à Monsieur Laurent Maussi, qui est le directeur général du restaurant Le Lapin. Et pour finir, merci et grand merci à Monsieur Élisée Onkonou, président de la coopérative de lapin Bénin à Cotonou, qui est également éleveur. Alors, Laure Lekossa, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour la conduite de cette émission. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de l'invité du week-end.